Bon, je vais faire court parce que je suis sûr que vous allez adorer cet épisode autant que j'ai pris du plaisir à l'enregistrer. En 2 mots, moi, c'est Alexis, cofondateur de Contournement, qui propose des formations aux outils no-code si vous ne me connaissez pas encore. Pour ce 33e épisode, je reçois Maury, un no-codeur de qualité qui a de multiples talents comme vous allez le découvrir dans cet épisode. On a parlé de son parcours, sa passion pour le no-code et surtout de la No-Code Hero Academy, la formation qui vient tout juste de lancer. Et franchement, je suis carrément fan, voire un peu jaloux, parce qu'il a super bien réalisé la formation dont on rêvait à l'origine de Contournement. Allez, trêve de suspense, on envoie l'épisode direct. Salut Maury, bienvenue dans le podcast de Contournement. Et il était temps qu'on échange ensemble, parce que ça fait un moment qu'on discute et puis qu'on se connaît. Toi, t'es un des acteurs incontournables, j'ai envie de dire quand même, de l'écosystème no-code francophone. Donc voilà, je suis très content de t'avoir et qu'on va pouvoir creuser pas mal de sujets ensemble. Alors, t'es un expert no-code très polyvalent, tu maîtrises plein d'outils et t'as aussi la particularité d'être développeur à l'origine. Ça va m'intéresser qu'on creuse ça parce que j'aime bien ce genre de profil. Parce qu'on va aussi pouvoir parler un peu de cette complémentarité entre le code et le no-code et peut-être ce que le code t'apporte dans ta maîtrise du no-code ou dans ton apprentissage, et peut-être aussi ce que tu penses de l'inverse. Est-ce que les gens qui commenceraient par le no-code pourront ensuite à devenir développeurs, pourquoi pas. Donc voilà, toi tu concilies bien les deux, et puis j'espère que ça sera inspirant pour d'autres développeurs, peut-être que ça apaisera aussi un peu les tensions, même si je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça finalement, tu vois, mais en tout cas je pense qu'il n'y a pas lieu d'être, d'avoir une guerre entre le code et le no-code, et je pense qu'on va être tous les deux bien placés pour en parler. Donc voilà, et puis surtout on va parler aussi de formation, donc évidemment ça me passionne. Tu viens de lancer la Hero Academy, dans laquelle tu as embarqué 5 personnes pour qu'ils deviennent des super no-codeuses et no-codeurs. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait principalement des femmes. Ça, c'est vraiment super. Tu nous diras si c'était une volonté ou si c'était le hasard, mais ça, parce qu'on manque cruellement de no-codeuses, je trouve, et donc tout ce qu'on peut faire, ce truc-là est vraiment super. Donc ça, on va en reparler. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Lionel et Cécile, dont j'attends de voir les projets se concrétiser. Ils ont une motivation incroyable. Bah écoute, tu vas nous partager ça. Je suis sûr que de toute façon tous les 5 sont hyper motivés et puis que tu les coaches bien. Et bah écoute, avant de parler de tout ça, ce que je te propose, c'est que tu te présentes, que tu nous parles un petit peu de ton parcours, qu'est-ce qui t'a mené, voilà, à tout ça. Bah déjà Alexis, merci pour l'invite, ça fait super plaisir. Moi niveau parcours, j'ai vraiment commencé développeur, mais genre depuis tout petit, je pense que c'est mon père qui m'a mis dans les ordis. Donc à 5 ans, je passais tout mon temps sur les ordis. Et après, j'ai commencé à apprendre à coder sur le site du zéro, un peu des trucs comme ça à l'ancienne, à me former de mon côté. Toujours avec l'optique de l'indépendance financière, même si à l'époque j'appelais pas comme ça, je voulais juste pouvoir m'acheter des cartes Yu-Gi-Oh! Et du coup, voilà, je suis tombé un peu dans le truc, j'ai commencé à faire des petits sites et tout. Et au fur et à mesure, j'en suis arrivé au no-code. Il y a un point qui m'intéresse, c'est ce côté un petit peu entrepreneur, justement. Déjà jeune, comme tu dis, pour même acheter des cartes à la base, tu vois, ouais. Sur la motivation. Moi, je trouve que c'est bien parce que ça fait faire des choses, tu vois. De ouf. À quel âge t'as fait ta première prestation, comme ça, par curiosité? Justement, en fait, ma première prestation, elle est arrivée hyper tard. Genre, j'ai fait mon premier site à 10 ans. En fait, maintenant que j'y réfléchis, c'était avec un ancêtre du no-code. C'est un truc qui s'appelait une VOO. Et tu pouvais juste créer une page basique, mais sans coder, tu sais. Okay. Vraiment un truc à l'ancienne. Mais c'est quoi? Je crois que ma première prestation, elle était à 20 ans. Et ça a été une grande réalisation. Je sais pas si c'est une réalisation d'une grande crise, mais je me suis mis à être intéressé par l'argent que beaucoup trop tard, alors que de base, c'était mon but initial, quoi. D'accord, ok. Donc c'est ça qui te motivait à apprendre quand tu étais très jeune, mais finalement, c'est la concrétisation, c'est arrivé un peu plus tard, quoi. C'est ça, en fait, j'avais le côté, ok, je produis, mais pas le côté entrepreneur, je monétise. Et je me disais, ouais, la monétisation, ça vient, tu vois, je fais un abonnement, je mets des codes Allopass, à l'époque c'était ça, je mets des codes Allopass sur mon site et ça viendra. Et c'est que récemment que je me suis vraiment mis à fond dans le côté business, entrepreneuriat, avec comme beaucoup de monde, je pense, la découverte de Coup d'État qui m'a retourné la tête, quoi. C'est clair. Juste pour savoir justement après que dans tes études, tu as fait des études vraiment de technique, enfin juste pour savoir un petit peu ton entre ce que tu as appris seul et puis après l'apprentissage. En gros, là j'ai fini mes études l'année dernière. J'ai fait un parcours, on peut dire un peu classique, prépa, école d'ingé. Parce que voilà, je savais pas exactement ce que je voulais faire, je savais que je voulais créer des trucs, mais c'était ok, ça je joue la sécurité parce que tout le monde dit que ça fait le taf, et à côté moi je fais mes projets.
Ok, donc t'es vraiment, t'étais étudiant entrepreneur, quoi, on va dire. Ouais, on peut dire ça. Enfin, on va dire que l'école m'a pas appris énormément de choses que je mets en pratique tous les jours, quoi. D'accord. Et, euh, et alors, j'ai perdu ma question. Euh, oui, alors pourquoi, avant qu'on rentre vraiment dans le sujet du no-code, pourquoi t'as pas voulu être dev? Juste pourquoi, qu'est-ce qui a fait que t'es pas allé bosser dans une boîte, tu vois? Ouais, Enfin voilà, tu vois carrément. ce qui serait, je pense, je sais pas, tes camarades de promo, tu vois, qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Je suppose qu'il y a quand même pas mal qui ont dû aller bosser dans des boîtes, non, dans des startups ou je sais pas. Ouais, ben j'y ai pensé un moment. Je me suis dit, ok, ben moi j'aime coder, je fais ça depuis que je suis tout petit, donc pourquoi pas faire ça sur le long terme. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais pas vraiment le process de coder. Moi, ce que j'aimais, c'était créer des trucs. Coder, c'était une étape nécessaire pour y arriver. Mais il y a des gens qui sont vraiment amoureux du process, de vraiment de coder, de faire. Moi, Hmm. j'aime le résultat, j'aime la vision, j'aime voir le truc global et avancer. Donc finalement, je me suis dit je vais pas être développeur puisque c'est ça. Et des fois tu souffres un peu, tu sais, quand tu codes. Si t'aimes pas Mhm. foncièrement Ah bah, ça, ça fait mal, ça fait des cheveux blancs. ouais. Même quand t'aimes ça, hein, je pense, hein, Même c'est quand un t'aimes peu ça, de ouais. frustration. Et je pense qu'il faut aimer cette petite frustration et puis la petite victoire que t'as quand t'as passé la frustration. Ouais, Mais non, je suis assez d'accord. Mais donc c'est ce qui t'intéressait, c'est le projet que tu délivres, quoi. C'est pas le ouais, code pour le code, c'est pas trouver le dernier framework le plus obscur pour tu vois. exactement. J'ai pas assez d'amour du détail pour ça. J'aime trop la vision globale. Ok, non, bah super intéressant. Je me reconnais bien là-dedans, donc je vois bien ce que tu veux dire. Ah, top. Euh, voilà, arrivons-en au no-code. Alors qu'est-ce qui, alors je vois bien du coup comment cette vision vraiment, parce que pour moi le no-code ça remplit carrément cette mission, c'est-à-dire qu'on n'est plus De là dans. ouf. Alors il y a des gens peut-être qui sont dans l'amour d'ailleurs de quel outil, de Webflow, de machin, mais quand on a Je envie de pense, faire des ouais. projets, moi je trouve que le no-code ça permet de délivrer. Mais toi, comment t'as découvert ça, comment t'as découvert ces outils, enfin qu'est-ce qui t'y a amené quoi? Ouais, ben justement, donc j'étais dans ma dernière année d'études, j'ai eu la chance de pouvoir faire toute une année consacrée à mon projet d'entrepreneuriat en alternant sur mon propre projet. Donc là, c'est un Ok, peu super les, intéressant cette ouais, formule. ouais, franchement, c'est vraiment pas mal. 3 semaines par mois, on était dans un incubateur, on avait un bureau et on pouvait charbonner quoi. Donc avec mon équipe, on se tuait pas mal à tout, bah, encore une fois, tout ce qui est coup d'état et on exécutait des trucs. Et là, j'entends Hmm. parler sur un des podcasts de Bubble et je me dis, attends, ça peut être marrant ce truc. Et donc j'ai testé, je suis rentré dedans dans l'outil et là, en tant que développeur, je suis allé direct dans les workflows et j'ai vu toutes les actions qui étaient possibles. Je me suis dit mais c'est un truc de fou. Le sign-up system, enfin l'inscription que tu vas, enfin c'est Mhm. toujours relou à faire. Là, un bouton, c'est terminé. Je me suis dit mais c'est quoi mais qu'est-ce que c'est en fait? Hmm. Ah mais c'est génial que tu soulignes ça parce que je pense qu'il y a pas mal de gens, tu vois, qui quand tu vois Bubble, que t'es pas développeur, que t'es pas technique, tu découvres Hmm. Bubble, tu te dis putain c'est chaud quoi, c'est compliqué, Ouais, il y a tu beaucoup vois de pas choses à tout ce qu'on peut faire. faire. Ouais, carrément. Alors qu'en fait quand t'es développeur, tu vois complètement l'inverse, tu te dis putain non mais ça ce truc là, ça m'aurait pris 2 jours à faire, Mais de fou. à mettre en place, à créer la base de données, le machin. Là, boum, 2 clics et ça y est c'est fini, j'ai mon système d'enregistrement, de sign up. Alors que bon après avec des frameworks de dev maintenant ça s'accélère un peu, mais quand même, c'est pas un clic, quoi. Je veux dire, Non, clairement. c'est clair. Tu vois en fait tout ce que ça t'a pris par le passé pour faire juste quelque chose et que là il est disponible si vite. Et limite ça fait un peu la boîte à bonbons quoi. Tu vois dans les actions, ah j'ai droit à ça, Mhm. j'ai droit à ça, j'ai droit à ça. J'ai plein de trucs avec lesquels m'amuser et ça va super vite. Ouais, c'est clair. Et les plugins après, les extensions de Bubble, là, alors, c'est la De ouf grosse, après. grosse boîte. Après, Ouais, la méga boîte, tu vas fouiller. Ah mais attends, j'ai droit à ça aussi, j'ai droit à ça. Waouh. ouais, c'est clair. Ok, donc Bubble, le premier outil. Et après, j'imagine que bah là, après, ça t'a mis dans le no-code. Enfin, t'as découvert tout l'écosystème autour, peut-être, je sais pas, Airtable, tous ces outils. Enfin, après, quels ont été un peu les autres outils. Non, d'ailleurs, avant de parler de ça, je suis curieux de savoir c'était quoi ton projet, votre projet, si vous étiez plusieurs. Ouais, notre projet, ça s'appelait Speaker Corner. Et en gros, ce qu'on voulait faire, c'était une plateforme un peu à la Twitch où n'importe qui pouvait remplacer les commentateurs sportifs officiels de la télé pour son match et commenter avec son propre style, un peu à la manière d'un YouTuber, de manière, voilà, un commentaire partisan, un commentaire marrant. Et comme ça, moi, en tant que auditeur, je sélectionne un match et je switch de commentateur jusqu'à trouver celui que je préfère.
Ok, génial. Putain, tu sais que j'avais déjà pensé à un truc comme ça. Enfin, je m'étais pas dit que j'allais le faire, mais je m'étais dit ça serait génial si ça existait. Mais Et non. alors, qu'est-ce qui fait que ça c'est compliqué? Ou enfin, je sais pas quelle a été l'histoire de votre projet du coup. Eh ben, donc nous on a démarré, on a commencé, on s'est lancé un peu en pirate sur Twitch justement. Donc on diffusait les matchs directement parce que c'était trop une galère de synchroniser. Parce que en fait, un des soucis, c'est que les différentes télés des personnes, elles sont pas exactement au même instant. Ouais. Je pense Ce qu'on qui a tous connu ça là ouais, pendant les coupes du monde. Tu sais, quand t'as ouais, le ouais, tu voisin, tu connais, sais, qui ouais. crie devant toi. C'est exactement ça. Et ben du coup pour faire un commentaire, c'est insupportable. Tu vas pas avoir un commentaire qui est en retard ou qui Ah te ouais, c'est spoil. clair. Du coup on Ah ouais, c'est vrai que diffusait. j'avais pas pensé à ça. Ouais, ça c'était une de nos premières galères. On a essayé de faire des trucs pour régler, mais au final on s'est dit on go pirate. Voilà, on met le match en pirate sur Twitch. Du coup on a fait ça. On arrivait à des 2000 vues simultanées, mais on se faisait cramer à chaque fois, donc on se faisait ban. Et au final, ce qui le plus important, je pense, c'était que l'expérience de commenter un match pendant 2 fois 45 minutes, en fait, c'est hyper dur. C'est pas forcément quelque chose qui est super fun parce que commenter des petites piques, c'est pas mal, mais sur 45 minutes, c'est vraiment sportif et éprouvant. Oui, non, ça j'imagine. C'est vrai que j'avais même pas pensé à ça que même pour les gens, déjà, ça Mhm. serait complexe de d'assurer ce. En fait, c'est là où tu te rends compte peut-être aussi que c'est un vrai métier d'être commentateur sportif. Ah, et c'est ouais, c'est vraiment. Du coup, nous au début, on s'y est essayé. C'est sportif. Et là, vraiment, on a commencé. Au début, on prenait des commentateurs tout seul, mais c'était chaud. Du coup, ensuite, on a Hmm. fait des duos. On a essayé de faire des duos qui fit ensemble et qui rebondissent. Et ça donnait beaucoup plus d'interaction. Et au final, on arrivait à créer une expérience cool pour les commentateurs quand on les faisait venir justement dans la combattant. On a fait une sorte de petit studio. On projetait le match et ils se posaient. Et voilà, Hmm. il y avait des chips, il y avait le canapé, c'était une ambiance. Et c'était vachement long et il fallait en fait, à la fin, on s'est rendu compte que pour que ce soit hyper intéressant aussi côté auditeur, quand on avait réussi à créer une expérience cool pour les commentateurs, c'est qu'il fallait vraiment des commentateurs de ouf et il fallait limite les former en fait. Ouais, j'imagine. Ouais. Alors que l'idée à la base, j'imagine que c'était le côté passage à l'échelle, c'est-à-dire d'avoir plein de commentateurs différents, comme tu disais, pour que chacun trouve son style, et puis qu'il y en a qui émergent, et puis, enfin, moi je vois bien le côté plateforme de ça, tu vois, où t'as plein de gens qui Exactement. commentent, il y en a qui commentent en faisant des blagues, d'autres qui sont hyper sérieux, d'autres qui sont hyper calés, mais voilà, mais ça c'est clair que si en fait à chaque fois tu dois les former et tout, tu vas pas pouvoir avoir ce volume, et donc attirer les gens, quoi. Ben ouais, et puis tu sais, c'est toujours voilà ta première boîte, tu le vois en mode, tu vois tout de suite la grande vision, voilà la plateforme va y avoir Hmm. ça et ça et ça, alors que en fait on s'est rendu compte au bout de 6 mois d'itération que non, il faut démarrer par faire une école de commentateurs sportifs qui soit super chaud avec des incentives et gamifier tout leur process, leur donner des récompenses, une mini carrière pour eux. Et là, on s'est dit, ouais, on n'a pas la déterre de lancer cette école à Ouais. fond, faut mettre des fonds et tout pour 6 mois juste pour avoir nos stars en fait. Ouais. Ouais, je vois. Ok, non, super intéressant. Et ok, alors pour en revenir aux outils, donc ça, vous le construisiez avec Bubble? Ah, pas du tout. Alors là, dès le début, on a dit, ok, ça, on va pas coder. Enfin, moi, j'ai dit, comme j'étais le CTO, j'ai dit, les gars, on va pas coder parce que ça va servir à rien. Hmm. Finalement, passer sur Twitch, c'était largement suffisant. Donc, Ouais. même aujourd'hui, même avant de no coder, si tu peux faire encore mieux un MVP direct, donc vraiment ta première version, juste tu utilises un outil qui marche très bien, tu le détournes un peu, bah teste. Ah, génial, super, super conseil, effectivement. Ça, c'est, je pense que les gens ont toujours, trop souvent, en tout cas, en tête, pas tout le Ouais, monde, on va pas généraliser, mais ce truc de, ok, il faut de la technique, il faut une usine à gaz, il faut des machins, il me faut les ouais, meilleurs développeurs. complètement. Alors que des fois, tu peux tester ton idée avec des choses existantes, ou comme tu dis, en détournant un peu des choses existantes. Ah ouais, non, c'est génial. Et c'est vrai que maintenant que on le dit comme ça, j'y pense, mais il y a beaucoup de gens qui prennent le no-code en mode, ah, je vais pouvoir tester la technique, et ils ont même pas fait les premières étapes non techniques pour tester leur marché un peu. Et on se dit, bah, le no-code, voilà, ça me permet d'accéder à ces techniques super vite, mais en fait, c'est pas non plus le réflexe euh, obligatoire à avoir, quoi. C'est ça, ça dépend d'un projet à l'autre, ça dépend vachement, quoi. Mais ça, c'est vrai, tu fais bien de le mentionner, hein. C'est vrai que le no-code abstrait un peu et commence à rendre plus facile l'accès à la technologie, mais des fois, il y a même pas besoin de no-code, quoi.
Ouais, carrément. Et alors, justement, dis-nous un petit peu tes outils, là, si on est un peu sur la technique, mais les outils que tu utilises le plus, ceux que tu maîtrises le plus, un peu tes outils préférés, quoi, j'ai envie de dire. Ben, c'est un petit peu par vague. Au début, j'ai beaucoup commencé par Bubble parce qu'il y avait le plus de possibilités et c'était, enfin, moi, c'est celui qui m'a le plus amusé. Je voyais le plus de potentiel. Après, je me suis énormément aussi amusé avec Glide et surtout qu'ils ont un rythme de sortie de features, ce qui est totalement incroyable. Donc, c'est toujours un peu la petite nouveauté, c'est la petite notif. Ouah, là, ça, c'était pas mal. Et dernièrement, j'ai pas mal joué avec Adalo parce qu'ils ont sorti enfin un truc qui rendait pour moi, qui a fait passer un next step. C'était les custom actions comme ils appellent ça. Et donc maintenant, on peut faire des appels API et en plus, on peut recevoir les résultats. Et donc là, je trouve que il y a vraiment un truc à faire avec Adalo dans le sens où le design est hyper limité et du coup, tu vas super vite. Et comme ça, tu peux produire plus rapidement qu'avec Bubble et on commence à se rapprocher en termes de features principales de choses assez puissantes et efficaces. Donc, j'ai bien envie de creuser pour l'avenir ça. Et puis sinon, après, c'est vraiment les classiques. Je me fais des mix entre Zapier et Integromat pour optimiser les dépenses. Moi, c'est mon kiff en fait. J'aime trop hacker les trucs et tu vois que sur Zapier, tes triggers, ils te coûtent rien. Alors que sur Integromat, tes triggers, ils te coûtent. Et par exemple, avec Integromat, tu veux modifier tu veux récupérer, enfin, tu vas avoir un trigger Airtable, il y a une donnée qui est à échanger. Eh ben, ça te coûte d'aller le voir toutes les 5 minutes. Et du coup, c'est pas du tout optimisé. Et ce que je me fais, c'est que je me fais un petit zap juste pour écouter le changement sur Airtable. Et puis après, j'envoie un petit call pour faire toute la grosse machine sur Integromat, quoi. Ok, ouais, c'est intéressant. Ouais, non, il commence à y avoir pas mal de gens aussi qui font ça, je pense, pour optimiser. Ou des fois aussi, c'est en fonction des capacités, parce qu'il y a des choses qui sont possibles dans l'un ou pas dans l'autre. Et c'est vrai que souvent, nous, on nous dit, ouais, entre Zapier et Integromat, qu'est-ce que vous préférez? Et je trouve que les deux ont leur particularité. Moi, la seule chose que je dis en général, c'est que Zapier, je trouve, est un peu plus simple à apprendre. Donc, c'est bien. Ouais, complètement. Il y a beaucoup moins de notions. Ouais, même moi, dans la formation, justement, je fais un focus sur Zapier pour apprendre tous les concepts avec. Et derrière, Integromat, c'est le bonus pour faire plus de trucs. Et c'est vraiment pour moi, je le prends vraiment énormément pour optimiser les coûts. Ouais, c'est une bonne stratégie, je pense. Juste, j'ai une petite question sur Adalo. Ouais. Est-ce que tu es allé voir, donc Adalo, ils ont aussi maintenant une fonctionnalité une marketplace de composants. Ouais, carrément, ouais. Et on peut faire son propre composant. Ouais. Donc ça, c'est réservé aux développeurs, évidemment, mais du coup, je te pose la question, est-ce que toi, tu as exploré un petit peu ce truc-là? Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ben, j'ai pas encore exploré, mais je me suis prévu une session de temps pour aller le faire, parce que c'est vraiment là que ça peut être très intéressant. Ils ont sorti ça, je crois, il y a 2 mois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est assez récent, ouais. Ouais, c'est carrément récent, mais c'est vraiment prévu. Je veux aller explorer ça et en plus explorer aussi la feature, faire des plugins sur Bubble pour vraiment faire passer un peu le next step et me faire des petits composants, voir ce que ça donne parce que c'est hyper intéressant. Ouais, non, moi je pense que sur Adalo, c'est quand même quelque chose pour les développeurs, hein, évidemment, tout le monde n'a pas accès à ça. Mais en fait, en réalité, ce que j'ai envie de dire, c'est même pour je pense que là, c'est une première. Alors, c'est un sujet que je voulais aborder un peu plus tard dans le podcast, mais bon, tu vois, comme on y arrive avant. Mais à mon avis, donc Adalo, moi aussi, hein, ce que tu disais tout à l'heure, moi je trouve que c'est un outil qui est super. Alors, il y a des petits problèmes encore un peu, je trouve qu'ils sont un petit peu jeunes en termes de performance, de stabilité. Ouais, c'est quand même un projet qui est jeune. Mais bon, nous, on mise dessus, en tout cas, tu vois, on pense que c'est quand même un peu le prochain truc. Et à mon avis, le fait qu'on puisse, à mon avis, relativement facilement, tu vois, mais c'est pour ça que j'aimerais un feedback d'un développeur qui aurait testé d'écrire un composant. Mais à mon avis, il y a une vraie opportunité là de rapprochement des no-codeurs et des développeurs. Parce que, si tu peux, tu vois, dès qu'il te manque un truc dans Adalo, un truc un peu spécialisé, tu peux demander à un développeur de te faire un petit plugin qui le fait. C'est génial. Et pour un développeur, tu vois, parce que j'ai l'impression que c'est assez bien documenté. J'avais regardé, ça s'appuie sur du React Native. Ouais, en plus. C'est des trucs assez standards, assez bien documentés. Un développeur, peut-être qu'en 1 jour, 2 jours, il te fait ton plugin, mais tu sais, qu'il change tout de suite ton app, tu vois, qui te fait passer au niveau supérieur, tu vois, sur des trucs pro. Tu vois, en fait, t'as plus vraiment de limitation. Et c'est les 80-20, vraiment, il va te mettre un petit morceau de code, bim, toi, ça te débloque tout. Mais pour lui, ça lui a fait peut-être une mission intéressante parce que ça va être un truc précis et technique, c'est pas faire un énième formulaire et tout.
Et donc moi je pense que le fit il est vraiment parfait. Surtout effectivement ils sont partis sur du React Native, c'est super mainstream dans la communauté des développeurs. Donc je pense que c'est un très très bon axe et c'est pour ça que j'ai absolument envie de tester, de mettre les mains dedans pour voir est-ce que c'est agréable, est-ce que c'est bien fait et qu'est-ce que ça donne en vrai quoi. Ouais, bah écoute, tu me tiendras au courant parce que ça m'intéresse vraiment parce que ça, je pense que c'est. Alors, je sais que c'est possible hein, aussi évidemment dans Bubble aussi il y a ces extensions etc. Mais à mon avis c'est moins facile. Je sais pas, hein, c'est peut-être un préjugé hein, mais. C'est parce que là c'est la tête de l'interface, c'est Bubble, ça fait toujours. Ouais, c'est clair. Ouais. Non mais même tu vois, je pense que tu vois leur comme ils ont fait il y a assez longtemps en fait leur système de plugin et tout. À mon avis c'est pas en termes de code. Tu vois, c'est pas aussi bien fait que là ne peut l'être la réalisation d'un composant Adalo. Mais je peux me tromper, hein, ça, je vais pas me. Ouais, t'as raison, c'est un peu un préjugé aussi par rapport à Bubble, mais. On va rentrer dedans pour voir ce que ça donne. Mais moi aussi, j'ai vraiment bien envie de savoir ce que ça donne dans les entrailles, quoi. Ouais. Si t'as testé les deux, tu me diras, on en reparlera. Donc ok, voilà. Bon, ça c'était un peu la petite digression sur le sujet, mais voilà, une première truc, tu vois, entre développeurs et no code, il commence à y avoir des choses vraiment très intéressantes à mon avis de collaboration, et pour les gens qui maîtrisent les deux, bah, c'est encore mieux. Et c'est vrai que on voit assez souvent sur les forums de Bubble que les gens demandent des développeurs juste pour faire un plugin et puis voilà et après ils leur donnent le plugin et c'est fini quoi. Ouais, bah à mon avis ça va se développer pareil sur Adalo et carrément. C'est tant mieux et c'est comme tu dis pour les développeurs ça peut être des missions beaucoup plus intéressantes. Ouais. Ça peut apporter beaucoup de valeur quoi. Enfin à mon avis mieux vaut payer une journée d'un développeur ou deux peut-être, je sais pas. Enfin tu vois à mon avis surtout quelqu'un qui se spécialiserait un peu. S'il y a des développeurs qui nous écoutent, à mon avis, il y a un vrai truc à se spécialiser un peu dans le développement de plugins, par exemple Bubble ou Adalo, parce qu'une fois en plus que tu maîtrises, à mon avis, tu vas vachement plus vite, quoi. Tu vois, une fois que tu connais le contexte, quelqu'un te demande un truc, boum, tu sors le plugin, et puis en plus, tu peux le réutiliser, quoi. C'est ça aussi qui est génial. C'est ça, en fait. C'est modulaire, et ça, c'est beau. Ça, c'est vrai, je pense que c'est notre côté développeur aussi, tu vois. Ouais, c'est ça. Factoriser, réutiliser. Quand il y a des blocs que tu peux reprendre, si tu fais ton bloc de Lego, c'est génial, tu sais. Ah, exactement, ouais. Non, tu gagnes ça, tu le mets dans ta bibliothèque, dans ton armure. J'ai envie de dire. Ouais, je te jure. Voilà, c'est ça. La stack secrète. Exactement. Bon, alors, parle-nous un peu de ta formation. J'ai envie qu'on rentre un peu là-dedans, justement. Tu nous parles du no-code à travers ça. Yes. Donc, ça a commencé là, tout juste, hein, il y a 10 jours, je crois. Complètement. Le lancement, c'était même le lundi de la semaine dernière, donc le 2 novembre. Et voilà, on a lancé après un mois de préparation, enfin, dans le sens où j'avais prévendu il y a un mois et quelques. Je suis allé m'enfermer dans une grotte pour produire comme un fou la formation. Du coup, je me suis fait un pré-confinement histoire de me chauffer, tu vois. Donc là, ça, t'es tranquille, quoi. Là, on est confiné, ça te change rien, quoi. Ouais, non, classique. Et là, ça a démarré avec 5 apprenants et franchement, ils sont super motivés. Donc, par quoi je peux commencer peut-être le format et même l'univers un peu de la formation parce que je me suis dit que j'allais faire un truc qui m'inspirait moi avant tout et que j'allais partir vraiment dans mon délire. Et attends, avant de rentrer dans le justement ça qui est super hein, d'ailleurs, juste quelques infos pratiques, tu vois, la durée, le prix, enfin comment t'as choisi les gens un petit peu juste. Carrément. En gros c'est une formation sur 5 semaines. Donc l'objectif à l'issue de ces 5 semaines, c'est d'être ce que j'appelle le full stack no-code développeur et donc de connaître les grands principes derrière le no-code et de pouvoir de la même manière que moi quand je suis rentré dans Bubble, j'ai vu on peut faire ça, je connais ces concepts, d'avoir une connaissance globale de tout ce qui est derrière le no-code et donc de jamais être perdu quand on rentre sur un outil, de le prendre en main assez rapidement. Pour ça, en 5 semaines, ça va être, on a 2 visios, le matin de 9h à 9h30 et l'après-midi de 14h à 15h. Pour les gens, c'est plein temps, hein, c'est full time. C'est plein temps, ouais. Pour l'instant, c'est full time. Je prévois une session plus en autonomie, mais déjà là, la première session, c'était obligé d'être full time pour que j'ai un feedback constant des apprenants pour améliorer la formation, quoi. Ouais. Et le prix, je sais pas si je l'ai dit, c'est 600 € pour les 5 semaines. Non, tu l'as pas dit, ouais. Ok. Ouais, je trouve que on a déjà parlé, hein. Moi, je trouve que c'est vraiment très abordable, hein. Franchement, c'est super. Ouais. Pour toujours augmenter plus tard. Hein. J'y ai réfléchi un peu, surtout après avoir parlé avec Erwan pas mal, et je me dis que j'ai envie de rester sur quelque chose d'abordable, même si c'est pas finançable par des
différents organismes pour que ça demande quand même une implication et dire que voilà, c'est de l'argent qui sort de ma poche. Mais en même temps, si ça reste bas, si la personne n'a pas accès à différentes formations, elle est pas obligée de demander l'autorisation entre guillemets. Alors que pour moi, le but c'est de devenir indépendant. Donc ça doit être un choix avant tout personnel et ça me plaît assez bien cet axe-là. Donc j'essaie de garder un prix bas et en trouvant d'autres sources de financement dans mon business model, quoi. Ok, non, mais c'est tout à ton honneur. Je trouve ça génial de vraiment démocratiser tous ces outils. Et je pense que vraiment pour les gens qui suivent la formation, la suivent sérieusement, ça va vraiment changer leur apporter des compétences. Ah, j'espère en tout cas. Alors, avant, juste aussi, on va vraiment parler du programme, mais un petit peu les profils des gens qui... est-ce que c'est des gens qui ont des projets? Est-ce que c'est des gens qui sont là pour les compétences, qui sont en reconversion? C'était un petit peu sur les 5. Ouais. Je sais pas, mais si tu veux nous parler des 5 d'ailleurs. Carrément. En gros, j'ai une personne qui est en reconversion, donc Kadi, elle était infirmière. Elle a envie d'indépendance financière et de pouvoir faire un peu ce qu'elle veut, de pas avoir forcément de patron, par qu'on lui dise quoi faire. Et donc elle a commencé à se mettre dans l'entrepreneuriat. Elle fait un truc super cool d'ailleurs, elle est en train de développer des fours solaires qu'elle veut implémenter en Afrique. Et en même temps, elle s'est dit voilà, je peux pas faire ce projet-là en même temps que je suis infirmière, donc j'ai besoin de plus de flexibilité. J'entends partout autour de moi que voilà, je peux faire des sites et aller vite. Donc elle veut avoir l'indépendance financière en détachant une source de revenus assez pratique et flexible pour pouvoir se concentrer sur son projet. Après, j'ai Noélie qui elle est en reconversion, enfin en recherche de premier emploi, donc elle veut plus de compétences et plus de confiance en ses capacités. Donc là, c'est une bonne opportunité pour elle. Et derrière, j'ai Cécile que tu connais, qui elle est en train de lancer son projet, donc elle a besoin des compétences, mais en même temps d'avoir de la flexibilité. Souvent, ça s'oriente. Il y a toujours un projet, il y a toujours une envie un peu entrepreneuriale et une recherche des compétences qui sont intéressantes et de combiner un peu les deux comme ça, quoi. Ah, mais ce qui est génial, c'est que quand tu as toutes les compétences du no-code, tu peux les appliquer et à toi, à ton projet, et à d'autres gens sous la forme de prestations, d'accompagnement, de choses comme ça. Donc c'est double impact. Exactement. Si ton projet il marche pas, au moins tu peux user tes compétences pour faire de la presta. Après, il y a la problématique de trouver les clients. Ça, on pourra en parler un peu tout à l'heure. Tu as fait une vidéo sur définir le prix des prestations, tout ça. Donc c'est un sujet qui m'intéressera. Mais c'est donc ok, je comprends bien. Et Lionel? Yes, Lionel, lui c'est un tueur de sales et en gros il a déjà des clients et il veut pouvoir les accompagner encore plus loin dans leur digitalisation. Donc lui c'est aussi dans l'optique freelance, mais il a déjà cette partie-là. Il veut juste gagner un set de compétences pour pouvoir avoir une offre plus profonde. Alors donc qu'est-ce qu'ils apprennent là dans ces 5 semaines? Parle-nous un petit peu justement de ton organisation et je trouve ça super sous cette imagerie, j'ai envie de dire, que t'as fait autour, je sais pas, raconte-nous, tu vois. Carrément. Donc là, j'ai appelé ça la No Code Hero Academy. Hero pas comme des héros, mais IROH, parce qu'en fait, je me suis basé sur un dessin animé cher à mon cœur durant mon enfance, qui s'appelle Avatar, le dernier maître de l'air. Donc en gros, le principe, c'est que on a 4 éléments qui sont les éléments classiques: l'eau, la terre, le feu et l'air. Et moi, j'ai décidé de représenter toute la technique, tout ce qui cache derrière nos codes, mais aussi le code, sous la facette de ces 4 éléments. Donc, le principe, c'est que pour devenir un full stack no-code développeur, il faut maîtriser les 4 éléments. Le premier élément, c'est l'eau, c'est-à-dire tout ce qui est interface visuelle. Voilà, quand on va sur un site, il y a des animations, il y a des couleurs, c'est bien agencé, le texte est joli. Quand je clique sur des boutons, j'interagis avec mon interface. Ça, c'est tout ce qui est l'eau. Et la première semaine, là, on a appris donc à faire des landing pages, à faire son portfolio animé, tout ce qui est interface. Là, on est entré dans la deuxième semaine. Attends, juste pour sur l'eau, c'est quels outils du coup vous utilisez? Et du coup, on a utilisé Lambden, on a utilisé Doric. Et on n'a pas eu le temps d'utiliser Webflow, mais j'ai quand même un exo bonus en réserve pour eux quand ils auront plus de temps.
Webflow, c'est quand même plus technique, mais entre Landen et Doric, t'as quand même déjà deux belles alternatives. Ah ouais, Et en plus, deux manières, je trouve, de faire des landing pages qui sont assez différentes. En plus, Doric, maintenant qu'ils ont le multipage, tu peux faire même des sites complets avec. Donc c'est super. Ah, moi, j'adore Doric parce que vraiment, on peut déjà jouer, faire pas mal de choses. En même temps, c'est pas du niveau de Webflow, parce que Webflow, c'est quand même costaud pour s'y mettre, mais c'est déjà très très sympa et ils ont adoré se mettre jouer avec Doric et ça, c'était top. Cool. Ouais, et en plus, moi, je trouve que le petit bonus de Doric, en plus, c'est que le pricing, les prix sont très abordables, quoi. Ouais, il est Ce qui n'est pas le cas de Landen, hein. Je trouve que Landen, c'est quand même un peu cher. Hyper cher. Ouais, c'est clair. Donc ouais, Dorin, un très très bon compromis. Super. Alors, ok, donc ça c'est l'eau, donc voilà, une interface fluide qui est bien ergonomique. La deuxième semaine. La deuxième semaine, c'est le truc qui est un petit peu moins marrant et qu'on sait pas forcément quand on se lance pour la première fois dans la technique. C'est tout ce qui est la terre. Donc c'est du solide, c'est vraiment la structure de données. Ça va être l'architecture de tout notre produit. Donc là, ça va être forcément du Airtable. Ça va être comprendre qu'est-ce que c'est qu'une base de données, c'est quoi l'intérêt d'une base de données, pourquoi on doit se casser la tête à tout organiser, à faire des relations entre des tables de données, il y a tous ces concepts derrière là. Et ça, on va apprendre dans le dur parce que pour moi, c'est quelque chose qui s'apprend vraiment par la pratique. La théorie est importante, mais il faut le répéter plusieurs fois pour vraiment intégrer cette manière de penser, cette structure de raisonnement, quoi. Et tu leur expliques, donc vraiment ce que c'est une base de données relationnelle et tout ça avec Airtable. Enfin, je pense d'ailleurs c'est vraiment le meilleur outil pour ça. Avec Airtable, on fait aussi du Glide pour illustrer, parce que moi, la première chose que j'ai vue sur Glide, c'est je peux visualiser en fait ma base de données. Et donc, si je peux voir tout de suite si ma base de données elle est bonne, dans le sens où est-ce que j'arrive à faire ce que je voulais, ou est-ce qu'il y a un truc qui déconne, ça veut dire qu'il y a un truc qui est pas bon dans ma structure de données, et donc là, ça bloque. Ouais, c'est vrai que le tableur, ça peut être une base de données un peu simplifiée, donc ça peut permettre aux gens de commencer à comprendre, quoi. Yes. Et du coup, donc là ils sont là-dedans en ce moment. Ils sont dans le dur là. Ouais, ils sont dans le dur. Et on le voit parce que c'est vraiment une manière de penser. Et c'est là où, pour moi, la Terre représente bien. C'est vraiment rigide. C'est quelque chose. Il faut rentrer dedans. Mais une fois qu'on a la structure, c'est bon, ça déroule. C'est solide. Après, c'est des bases. C'est comme un roc. Voilà, exactement. Ok, super. Et alors, qu'est-ce qui les attend là, les prochaines semaines? Et ce qui leur attend la prochaine semaine, c'est le truc le plus marrant pour moi, c'est le feu. C'est vraiment là quand on va commencer à faire des trucs qui partent dans tous les sens. On va commencer à utiliser ce qu'on appelle les API, c'est-à-dire voilà, je vais pouvoir déclencher déjà, j'allume mon feu, j'ai un événement déclencheur, j'ai mon étincelle et derrière il y a une réaction en chaîne qui se produit. Bim, je vais faire une action qui va être envoyer un SMS en utilisant tel outil. Je vais envoyer un mail. Je vais je vais envoyer un paiement. Donc ça, c'est vraiment le principe de la réaction en chaîne qui va faire tout ce qu'on appelle un algorithme et qui est beaucoup mystifié quand on sait pas ce que c'est. Mais finalement, c'est juste, il se passe ça. Donc derrière, tu m'envoies ça, tu me lances telle exécution. Une réaction en chaîne. C'est génial, j'adore comment c'est pas juste un habillage en fait, c'est le truc de l'eau, de la terre et tout, t'as vachement réfléchi aussi enfin, je sais pas, non, mais quand tu parles là de déclencheurs, d'étincelles, de réaction en chaîne et tout ça, ouf quoi. Ouais, c'est vachement bien. Et en fait, poser la contrainte d'être obligé d'utiliser cet univers, ça m'a poussé à creuser le truc et même à dire ok, vraiment visuellement, je peux aller au fond de la chose, quoi. Ah, c'est super. Non, mais moi je trouve que c'est important aussi d'avoir un univers, d'avoir un délire qui soit propre à sa formation, à sa personne, quoi, tu vois, enfin, pas juste. Ah ouais, et puis je sais pas, ça fait tellement kiffer en fait. Ouais, voilà, en plus c'est ça, il faut s'éclater un peu à faire ce qu'on fait. Ah non, de fou. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ce dessin animé, je vous conseille, c'est sur Netflix, faites-vous plaisir. Ouais, bah écoute, là, ça, tu m'as donné envie, par curiosité, pour voir l'inspiration. Carrément. Et alors, et comment ça se termine? Est-ce qu'il y a un moment où les gens ils font leur projet, ou est-ce que c'est vraiment, ils apprennent avec toi ce que tu leur donnes? En fait, les premières semaines, c'est vraiment des exos. Ça aussi, je peux préciser, j'ai pris que des exos qui sont issus de mes précédentes missions, en fait. Donc, j'ai repris toutes les missions. Moi, j'ai fait 1 an, ça fait de freelance à fond. Ouais, t'as bien charbonné, hein, c'est ce que j'ai suivi un peu. Je me suis fait quelques cheveux blancs, ouais.
Mais ouais, c'est vous m'avez envoyé plein aussi de personnes et de projets hyper intéressants, donc il y avait beaucoup de matière. Merci pour ça. Ouais, puis tu vois, quand je parlais avec des gens, tu vois, je parlais avec Thomas d'Essentiel, il me dit, ah ouais, bah, lui, il Ouais, bosse aussi avec Maury. Enfin, tu vois, ça ouais, arrivait plusieurs fois. carrément. Je me suis dit, putain, tout le monde connaît Maury, tout le monde bosse avec Maury, c'est ouf, quoi. À quel moment tu dors, quoi. Bah, j'ai pas beaucoup dormi, mais au moins, il y a eu de la production. Non, mais c'est génial si ça alimente maintenant aussi ta formation, quoi. Je veux dire, au-delà de l'aspect purement financier, déjà, je suis sûr que tu as pris grave de skills en faisant tout ça. Ah ouais, de Et en fou. plus, là, si ça alimente en plus, enfin, j'imagine bien comment, tu vois, ces missions-là, elles peuvent t'aider à créer des exercices, quoi. Ouais, et c'était d'ailleurs mon objectif avant tout avec le freelance. Tout de suite, moi, ça a été de me dire, ok, je voulais le transmettre à des personnes, mais en vrai, question, parce que donc moi, avec mon traumatisme de m'être intéressé à l'argent que trop tard, je me suis dit, est-ce que ça paye avant toute chose, est-ce que ça paye en vrai? Mmh. Parce que c'est une question qui revient encore énormément et c'est normal. Ouais. Du coup, je me suis dit, bon, ben, on va voir si ça paye. Et pendant un an, j'ai fait ça. Et ouais, ça a payé. Et du coup, je me suis dit, bon, voilà, maintenant j'ai la matière. Je fais mes exos. Donc pendant les 3 premières semaines, là, ils taffent sur des missions que j'ai fait moi, que j'ai reformulé, redécoupé en exos pour que ce soit progressif. Mmh. Et la 4e semaine qui va arriver, c'est une mission qui est pas encore faite, que j'ai signée avec un client. Et ils vont la développer en live, donc avec tout ce qu'ils ont appris, quoi. Et c'est un peu ça la source de business model alternatif, où j'ai envie de me dire, je peux garder un prix de formation bas si pendant la formation ils peuvent avoir une production qui est rémunérée, quoi. Ok, non, génial, c'est hyper créatif comme d'un point de vue business justement. Et ils vont travailler tous les 5 sur le sujet, ou est-ce que Ouais, je vais les faire travailler en collaboratif. Donc ça aussi c'est un sujet de collaboratif sur le no-code avec la synchronisation et tout. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je pense qu'il va y avoir quelques petits couacs, mais on va s'en sortir. Ouais, non mais c'est cool parce que justement tu vas pouvoir expérimenter ces quoi comme tu dis et tirer des leçons. Ça à mon avis, tu vois, c'est vrai que ça il faudra absolument qu'on en reparle, tu vois, c'est un truc qui m'intéresserait vachement parce que aujourd'hui le no-code c'est beaucoup solo, tu vois. Enfin, de ce qu'on voit dans la communauté, c'est beaucoup des comme on dit, des makers indépendants, des gens, des no-codeurs indépendants, beaucoup de freelance. Or, moi je pense que alors, après il faut que les outils permettent, tu vois, mais il y a un vrai truc, tu vois. Enfin, moi je suis passionné par l'agilité depuis des années, enfin, et j'ai envie, tu vois, de voir comment on peut faire ces choses-là, travailler en équipe sur du no-code, un peu après suivant les outils et tout. Donc ça, il faudrait qu'on s'en reparle parce que je pense même que ça pourrait être une petite formation, tu vois, parce qu'à mon avis, des équipes de développeurs vont se développer, tu vois, des agences qui vont commencer à avoir 1, 2, 3 no-codeurs, des choses comme ça, quoi. Donc bon, on s'en reparlera. Et justement, c'est tout ce que tu vas expérimenter, ça sera hyper intéressant là-dessus, quoi. Mais en tout cas, j'espère que je vais avoir de beaux insights sur le sujet. Ouais. Et ouais, donc cette 4e semaine, ce sera toujours pas leur projet, mais en 5e semaine, justement, ce dont on parlait un petit peu et que moi j'ai défini un peu comme le dernier élément, l'élément de la liberté. On va apprendre comment trouver des missions, comment devenir freelance. Mais comme c'est pas l'objectif premier de tous, ça pourra être aussi une semaine pour ceux qui veulent explorer leur projet, appliquer tout ce qu'ils ont appris à leur projet, de pouvoir le faire tout en ayant des retours des autres personnes du batch et de moi aussi. Mmh. Non, c'est ok. Non, moi ça c'est génial. Après, enfin bon, ça c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Moi, je trouve qu'il y a énormément de valeur à justement ce que tu proposes là sur aider les gens à trouver des clients, toute cette méthodologie là, à mon avis, où tu peux énormément apporter aux gens. Tu vois, enfin, parce que ça c'est hyper dur. Je pense que les gens sous-estiment énormément. Ouais, Avoir les compétences, c'est la moitié du travail, quoi, même pas. ouais, Et tu vois, et par même contre, moins, ils je crois. pourront toujours. Ouais, pardon, vas-y, je te laisse finir. Non, je disais même moins que la moitié du travail. Ouais, oui, non, c'est clair. Et par contre, faire leur projet, tu vois, ils pourront toujours le faire après en autonomie avec les skills qu'ils auront eu. Mais à mon avis, enfin, là, tu vois, enfin, moi, j'adore vraiment cette formation que tu proposes. Mais je pense que c'est surtout encore plus pour les gens qui veulent se lancer en freelance et tout que c'est génial, quoi. Et tu vois, comme on disait tout à l'heure, en fait, et pour moi, c'est presque un effet de bord, en fait, qu'ils vont pouvoir faire leur projet à eux. Ouais, carrément. Tu vois, c'est tellement rassurant d'avoir des compétences, de savoir les vendre et tout, que je trouve que c'est hyper important. Mais bon, après, c'est genre les priorités de chacun. Enfin, c'est intéressant parce que, par exemple, Cécile, si je dis pas de bêtises, elle a un métier, elle est kiné, donc elle a déjà, en fait, cette sécurité, entre guillemets, d'avoir un métier qu'elle peut faire, qui peut lui rapporter. Donc elle veut faire son projet, donc je comprends que ce soit plus ça. Mais bon, voilà, enfin, après, c'est aussi pour les éditions futures, etc. Moi, vraiment, je recommanderais aux gens, tu nous diras après quand ce sera les prochaines sessions, mais gens qui veulent se lancer en freelance,
À mon avis, ce type de formation, c'est génial, quoi. Ah bah avec grand plaisir, et c'est vraiment dans cet axe de se lancer en freelance, se lancer vraiment dans le sens l'autonomie, de voilà pouvoir travailler d'où je veux, un peu quand je veux, si j'arrive à gérer mon flux de clients. Et je sais que c'est la première inquiétude de comment je vais trouver des clients, parce que même moi quand j'ai démarré, c'était pas forcément si évident, et on se rend compte en fait que juste avec un certain nombre de bonnes pratiques, ça se fait très bien. Là, par exemple, justement, Cécile, elle veut pas forcément faire du freelance, mais on a commencé à faire des bonnes pratiques, par exemple, poster sur LinkedIn, et elle a déjà eu des retours, pas forcément pour faire du free, mais pour son projet. Donc, c'est des choses qu'on peut réutiliser, parce que l'acquisition, de toute façon, c'est toujours utile, en fait. Ah ouais, que ce soit pour acquérir des clients ou des utilisateurs pour ton application, par exemple. Non, ça, t'as tout à fait raison. Ouais. Et c'est intéressant de le voir comme ça aussi, toi, dans la manière dont tu expliques les choses, parce que ça montre aux gens quelque chose de plus large dans l'usage de leurs compétences, quoi. Ouais, de fou. Et moi, ce que je leur dis toujours, c'est on va pas vendre les compétences, on va se créer un peu, chacun va se créer le domaine où il veut être. Par exemple, déjà dans les apprenants, ils ont tous des objectifs différents, et par exemple, Lionel, lui, il veut accompagner des PME plutôt. En plus du côté no code qui serait juste un bonus pour lui, il est vraiment sur le côté data driven, ce qui est un métier totalement différent de peut-être Caddy, qui veut surtout l'utiliser pour faire des belles pages pour les commerces, vraiment plus un truc sur du branding, d'avoir une belle vitrine. On utilise les mêmes compétences, mais ça n'a rien à voir en fait dans l'application qu'on en fait, et chacun évolue dans son milieu et il n'y a pas de concurrence, quoi. Alors juste pour terminer sur la formation, parce qu'il y a 2-3 autres sujets que je voulais qu'on aborde. Yes. Est-ce que tu peux nous dire un peu une journée type, juste pour comprendre comment ça se passe du point de vue de l'élève, quoi, enfin d'étudiant, je sais pas comment tu dis, de l'apprenant, de l'avenger. Ouais, yes. On est encore en recherche de termes, mais ouais, carrément. En fait, on commence le matin, donc avec petite à 9h. Donc déjà on fait un petit débrief sur est-ce que voilà la journée précédente ça s'est bien passé, quel retour ils ont à faire, est-ce qu'ils ont eu des difficultés à certains moments. Donc chacun avance un peu son point. Et ensuite, on donne les objectifs de la journée. Donc les exercices et tout, ils sont posés, mais on redit, ok, aujourd'hui il faut avancer sur tel exo, aller à peu près à tel endroit, pour qu'ils sachent exactement leur objectif, qui soit clair et posé. Comme ça, ils se posent pas la question de jusqu'où je vais, et ils avancent. Donc ça dure, c'est assez court, c'est une trentaine de minutes, tout le monde échange. Ce qui est sympa, c'est que on s'envoie de la force. Et puis ensuite, c'est hyper important, c'est comme dans la méthode agile Scrum, tous les matins le daily stand-up, pour vraiment aussi se booster, quoi. De ouf. Et je vois vraiment, ça fait la différence de voir que t'es pas tout seul, que t'apprends en même temps que d'autres personnes. Ça transmet énormément d'énergie et ça fait tout. Donc ça aussi c'est top. Je l'avais fait un peu au hasard, mais c'est un format, enfin non, pas au hasard, parce que je savais pas du tout quel format prendre, et j'ai vu que Thibaut avec Otto, il faisait un format un peu comme ça. Je me suis dit bon, il a dû le faire pour certaines raisons, donc on va essayer. Et puis voilà. Il faut prendre les bonnes idées là où elles sont, hein. Ah carrément. Et ouais, après ils reviennent l'après-midi de 14h à 15h, et là on entre plus sur la progression de chacun. Chacun partage un peu son écran. Alors ouais, moi j'ai fait comme ça, là j'ai eu tel problème, on essaie de débloquer en live, comme ça les autres personnes rebondissent avec les difficultés qu'ils ont eues ou les techniques qu'ils ont eues. Là la dernière fois, il y a même Lionel, il a reproposé une session derrière pour aider ceux qui avaient un peu plus de mal. Donc c'est top, tu vois, il a pris l'initiative parce que il avait déjà vu les bases de données, donc il connaissait, et il allait proposer du RAB aux autres apprenants. Ça, c'était vraiment top. Génial. Ok, écoute, super. J'espère que ça donnera envie aux gens de faire la formation. Est-ce que tu as déjà prévu une prochaine session? Est-ce que t'attends déjà de finir celle-là pour voir, ou enfin? J'ai prévu une prochaine session pour début janvier. Ok. Donc ça c'est fixé. Elle sera plus en autonomie, dans le sens où j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit voilà, le format actuel, quand tu travailles à côté, c'est pas pratique. Donc forcément, mais je veux essayer de garder quand même un système d'équipe, un système de squad, pour que même si tu le fais à des heures différentes, il faut quand même que tu aies une visio régulière avec
des gens qui progressent en même temps que toi pour qu'il y ait ce sentiment-là de camaraderie. Ouais. Cette émulation que tu as, et se donner de la force, comme tu dis, un peu entre les gens. Moi, je pense que l'aspect cohorte et tout, c'est hyper important, quoi. Être tout seul face à sa formation. Je pense que ça marche pour des formations courtes, mais pour des formations plus longues. C'est ça, c'est long et il y a pas mal de trucs. Niveau motivation, c'est quand même mieux d'avoir des potos. Ouais, non, c'est clair. Ok, bah écoute, super. Ça, tu partageras le lien. Je sais pas si tu as une page pour la formation, un truc comme ça, on le mettra dans les notes. Carrément, j'ai pas mal procrastiné sur ça, donc ça se passe souvent en direct, mais la page arrive. Ok, ça marche. Ok, alors il y avait un sujet un peu que qu'on a un petit peu abordé tout à l'heure, mais tu vois, c'est surtout ton background technique. Ouais. Je voulais que tu me dises un petit peu qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté quand tu t'es mis au no-code, enfin un petit peu comment tu vois les choses. Yes, ben vraiment, je pense que ce que ça m'a apporté le plus, c'est Bubble. Quand je suis rentré dedans, je l'ai pris en main plus ou moins en une journée, 2 journées, parce que je savais déjà les concepts dont j'avais besoin. C'était juste de chercher où ils étaient ces concepts-là, de les réutiliser. Donc c'est vraiment la vision globale qui permet de dire, ok, je sais ce que je peux faire avec Bubble, je sais en voyant ce à quoi j'ai accès, quelles sont ses limites ou pas, parce que j'ai tous ces concepts et ce background de développeur. Et ouais, notamment, je pense sur les bases de données, par exemple, arriver à structurer une base de données, comprendre les relations, ces choses-là, même le côté programmation visuelle, c'est sûr que ça doit aller plus vite. Et alors, est-ce que dans tes projets, tu fais cohabiter du code, du no-code, enfin, alors peut-être dans tes projets ou peut-être plutôt dans tes prestations, là un peu dans l'expérience justement que tu as là de 1 an. Ouais. Alors j'ai fait plusieurs fois rentrer des morceaux de code pour des raisons un peu différentes. Des fois sur Bubble, j'ai rencontré un peu des limites dans le sens où, en termes de, par exemple, le graphe permettait pas d'avoir assez de lignes de graphe, et puis les autres plugins faisaient pas exactement ce que je voulais. Donc là, je me suis dit, pour un client, j'ai mis un petit snippet de code pour aller récupérer une bibliothèque qui s'appelle iCharts, en gros, qui permet d'avoir des graphes assez poussés. Et voilà, c'était juste, j'ai mis juste le bloc de code tout petit qui allait débloquer ça plutôt que chercher comment. À un moment, on avait même essayé de faire de la de superposer avec plusieurs graphes, mais c'était pas fou. Donc voilà, j'ai dit bon, allez, on va faire un petit bloc de code. Et puis ça résout bien le taf. Il y avait d'autres sujets aussi pour ce client-là, donc c'est vraiment un petit snippet pour débloquer, quoi. Est-ce que tu as fait un peu de code dans le contexte de Zapier? Parce que je sais que Thomas, chez Essentiel, eux, ils font ça à fond. Je trouve qu'ils ont un vrai... Thomas, c'est à la fois un expert de Airtable et Zapier, mais en plus, comme il est développeur, lui, il mélange vraiment les deux. Enfin, à tel point que, pour lui, les deux vont ensemble, quoi. Ah ouais, clairement. Lui, en plus, il fait des blogs de fou. Il fait des blogs de fou, et moi, j'attends juste qu'il sorte une marketplace de ces apps super, de ces power-up, parce que vraiment, il fait des trucs hyper bien, hyper techniques. Et ouais, du coup, c'est un peu avec lui que j'ai pas mal utilisé de blocs de code dans Zapier. Moi, ce que je fais souvent, c'est des petits blocs. Le plus pratique, je pense que c'est pour utiliser le système des regex. Donc, par exemple, voilà, on reçoit un mail, on veut récupérer certaines informations dans le mail. Donc là, sans code, ce serait vraiment se casser la tête, même sur Integromat. Donc voilà, on balance juste un petit morceau de code pour aller récupérer avec une petite expression qui nous dit quoi aller chercher, récupérer les bonnes infos. Et on continue notre flux. Les regex, c'est les expressions régulières. Je pense que les no-codeurs connaissent pas assez ce truc-là. Moi, j'ai dans ma to-do list de faire une vidéo pour expliquer les regex pour les non-développeurs. C'est une super bonne idée, ça. Hyper dur, quoi. En fait, j'ai déjà commencé à la préparer. Et c'est un concept. Moi, moi, j'adore les regex. D'ailleurs, je pense que les gens sur le Slack peuvent témoigner. Tu vois, j'ai plusieurs fois fait des regex pour des gens. Et j'adore ça. Et en même temps, je pense que c'est vraiment pas facile à expliquer. Mais ça, c'est un challenge un peu personnel que je me suis fait. Ouais, carrément. Où j'arrive à faire une vidéo pour expliquer aux gens qui connaissent pas du tout le concept, parce que, comme tu l'as dit, ça peut te changer la vie, quoi, littéralement. Enfin, ah ouais, de fou. Pour arriver à récupérer des infos dans du texte, faire des suppressions, des remplacements de texte, on peut faire des choses folles, quoi. Sinon, tu dois faire des formules pas possibles, je sais pas, ou sinon, des fois, juste, tu peux pas faire, quoi.
Ouais, enfin vraiment ce serait très compliqué. En tout cas, je crois que t'es une des premières personnes que j'entends dire qu'elle adore les regex parce que quand même faut y aller, hein. Ouais, ah, mais ça c'est des années, tu vois, ça m'a tellement, en tant que développeur, ça m'a tellement aidé, tu vois. Je sais pas, il y a un truc un peu magique, tu vois. Moi Ouais, aussi, avant, ouais. j'étais admin système, tu vois, donc j'ai fait beaucoup aussi dans le Ah, t'étais contexte dans le de, deep. exactement, ouais, vraiment moi Ouais. j'adore la ligne de commande, tu vois. Je suis vraiment, Ok, ok, ouais, ouais, je vois le délire. Ah, c'est pas mal. Non, mais c'est vrai que on se sent toujours à cœur quand il y a la petite console et tout, qu'on fait des trucs. exactement, ouais. Sympa. Je suis pas un grand développeur, mais par contre, j'adore la ligne de commande, faire des petits scripts, faire des, tu vois, des petites lignes Ouais, de commande un peu magiques. Et les regex, souvent, c'est lié à ça, tu vois. Quand tu veux parser un document, t'as de un fou. truc avec plein de textes que tu veux enlever et tout. Putain, des fois, ça m'a aidé énormément, quoi. Ah ouais, non, mais ça débloque. Et ouais, peut-être que je peux ajouter un petit moment où j'ai utilisé pas mal de code aussi. C'est quand je me suis challengé en fait sur pour un client de passer par Adalo plutôt que Bubble, même s'il y avait Mhm. des features qui pouvaient peut-être être un peu compliquées parce que ben, la personne elle avait pas forcément de visuel en tête et donc déjà à maqueter c'est beaucoup plus simple sur Adalo d'avoir un truc Mhm. joli. Elle avait pas un gros budget donc fallait vraiment aller vite. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé Adalo et en le connectant avec Zapier et Airtable, j'ai mis des blocs de code dans Zapier pour faire des choses qui n'étaient pas trop possibles sur Adalo directement. À l'époque, il n'y avait pas le composant marketplace. Mhm. Donc, par exemple, te récupérer les coordonnées latitude et longitude d'une Mhm. adresse avec un petit bloc un petit script qui va juste appeler Google Maps, c'est tout bête. Mais Mhm. comme ça, j'ai pu faire filtrer selon la distance Très intéressant. une liste. Ouais. Et donc, en fait, tu appelais Adalo, enfin, tu appelais Zapier via les custom actions ou via l'intégration Adalo de Zapier? Via les custom actions, parce D'accord. que ouais, je sais plus pourquoi, mais c'était Plus plus facile. pratique. Ouais, en fait, le problème avec le Zapier, c'est que c'est que sur la création de données ou enfin que directement dans la database. Moi, je voulais quelque chose de plus flexible. D'accord, ouais. En fait, t'as utilisé Zapier pour exposer une API, quoi, enfin juste une route API pour pouvoir faire les Ouais, actions que tu voulais faire et puis renvoyer. Alors, je le précise parce que je pense qu'il y a pas mal de développeurs qui pensent pas forcément à ça. C'est normal, hein, mais tu vois, je veux dire, si tu veux juste faire une route d'API, tu vois, qui fait une ouais. action, qui prend une donnée, qui la traite et puis qui renvoie un résultat. Je veux dire, si t'as pas ça, tu peux faire des lambda fonctions, tu peux faire Thomas par exemple, il fait ça aussi beaucoup. Mais tu vois, Hmm. je trouve que moi, tu vois, je suis quand même flemmard et je suis pas hyper technique en tant que développeur, ça me fait chier. Et ben, je trouve que Ouais, Zapier peut être une super alternative en fait. Alors, ça peut être un peu coûteux, ça c'est il y a cette question aussi, mais ça marche pour des petits volumes. Et ouais. voilà, en fait, tu utilises Zapier, il te fait tout ton routage, l'hébergement, machin. Toi, tu mets juste ton code, hop, tu prends un truc en entrée, tu le renvoies, et puis tu peux même faire d'autres actions au passage en utilisant les intégrations de Zapier, quoi. Ouais, moi j'aime beaucoup cet effet ping-pong. Voilà, je me casse pas la tête, j'envoie là, je sais que ici ça fait telle action et c'est plus simple de le mettre à un autre côté, quoi. Et je pense qu'il y a un truc aussi, alors là on vient sur un sujet qui du coup toi, à mon avis en tant que développeur, doit pas te poser de problème, qui est le sujet des API, tu vois, et Ouais, comprendre le langage JSON, comprendre, ouais. tu vois, je veux dire en soi c'est pas forcément facile à comprendre une API, Ah tu non, vois, non, pourquoi carrément. Adalo fait, tu vois, la custom action, c'est littéralement ça, c'est un appel d'API. Et je pense que ça aussi c'est un deuxième truc, alors, encore plus important que les regex parce que les regex c'est un peu un truc de nerd, Ouais. mais ça les API, moi j'invite vraiment les gens, les no-codeurs à s'intéresser à ce sujet parce que c'est ça en fait, tout aujourd'hui repose là-dessus, quoi. Ouais, c'est toute la puissance, mais pour moi c'est toute la puissance du no-code en particulier parce que c'est d'autant plus modulaire. Mais oui, tu vas toujours, enfin finalement tout ce que tu fais, même la majorité des plugins de Bubble, en fait ils vont juste appeler une API et ça Absolument. fait, ouais ça fait vraiment le taf. Et j'ai mis toute une section spécialisée sur les concepts des API dans la troisième semaine parce que effectivement c'est pas si simple. Même quand on est développeur, quand on commence, on connaît pas forcément les Ah API et oui, c'est c'est pas du tout clair. trivial. Moi, je me souviens que comprendre les webhooks, qui sont une autre facette des API, ça m'a pris vachement du temps par rapport à quand j'ai commencé à développer, quoi. Ouais, non, c'est clair. Non, mais ça, à mon avis, il faut qu'on produise plus de contenu autour de ces sujets-là. Ce sont des sujets un peu techniques parce que Ouais, les gens, ça te fait passer au niveau supérieur parce que Zapier Integromat, c'est super. Il y a des intégrations natives qui sont en réalité juste une abstraction plus haute, en fait, c'est des API ça. parce C'est que en fait tout c'est que repose des sur API que les API. j'utilise. Totalement. Exactement, mais c'est chouette parce que justement pour les gens n'ont pas à rentrer dans le JSON, etc. Ils peuvent utiliser ce niveau plus haut. Mais quand il n'y a pas l'intégration,
Quand il y a pas, il y a plein de choses en fait auxquelles tu peux accéder via des API, donc c'est un petit peu plus, un peu plus rude quoi, mais plus bas niveau, mais aussi plus flexible et plus puissant, parce que vraiment, en fait, tu crées ton propre, il y a pas tel sur Zapier, il y a pas tel truc, il y a une API, je le crée moi-même. Exactement, ouais. C'est passionnant tout ça. Après, j'ai d'autres questions, donc on va devoir. Yes, vas-y. Mais ça, on pourra en parler pendant des heures, je pense. Écoute, pour finir, j'ai une ou deux questions, mais je voulais juste que tu nous parles rapidement de tes autres activités. Ouais. Si t'en as d'autres, alors tu as évoqué toute cette phase de prestations que t'as fait. Alors d'ailleurs, peut-être juste sur les prestations, est-ce que t'as quelques conseils pour les gens qui se lancent, tu vois, justement de ton expérience, et qui vont faire leur première prestation, tu vois, définir le prix, peut-être trouver ses clients, je sais pas, quelques petites choses rapides par rapport à ça. Yes, déjà le premier conseil, si vous vous lancez, imaginons que vous avez pris les compétences récemment, il faut dire à tout le monde que vous avez appris à faire ça et que vous vous lancez. Faut le dire à tout le monde, faut le dire sur tous les réseaux, faut faire une annonce pour que le monde sache que vous avez telle compétence et que vous avez envie de faire des choses. Donc première conscience, le dire à tout le monde, le dire à tous ses amis, j'ai appris à faire ça, est-ce que tu connais quelqu'un qui aurait besoin? C'est si on n'arrive pas à trouver des clients dans son cercle proche, on n'arrivera pas à en trouver autre part. Moi, je pense que les premiers clients, c'est donc réseau 1, réseau 2, quoi. Si ça démarre toujours par la copine de ma tante, elle avait ça à faire, donc c'est moi qui l'ai fait, parce qu'il y a déjà cette relation de confiance qui est essentielle dans n'importe quelle vente. Il faut juste donner l'occasion à votre cercle de savoir ce que vous faites pour qu'il puisse vous rediriger des offres. Donc vraiment, le premier conseil, c'est ça. Et le deuxième conseil, je dirais, c'est en plus de dire ce que vous faites, donner de la valeur en faisant, je sais pas, des vidéos explicatives sur est-ce que tu as envie d'apprendre à faire ça, je te montre comment faire. Donner le maximum de valeur, et ça va déjà vous mettre en position de connaisseur, et ça va attirer des personnes. Ça c'est la statistique du karma, si vous donnez, vous allez recevoir, quoi. Comme tu dis, il y a un double effet, quoi. C'est-à-dire déjà un effet positif, tu donnes quelque chose, et en plus tu mets en valeur tes compétences. Donc ça c'est génial. Et alors sur les prix, comment tu fais un peu pour définir les prix de des prestations? Sur les prix, dans un premier temps, le plus simple, c'est de fonctionner un peu à l'ancienne au TJM. Donc prix à la journée. Ouais, prix, c'est ça. En gros, on dit combien j'avais gagné par journée. D'ailleurs, il y a un petit tool que Shine a fait qu'on peut donner le lien à la fin pour estimer le TJM que tu dois fixer en fonction de ton mode de vie, en fait, et de tes objectifs. Donc comme ça, ton TJM il est fixé pour toi. Et ton objectif, ça va être, quand on écoute le brief du client, d'essayer de se projeter. Ok, qu'est-ce qu'il veut faire? De quelle fonctionnalité il a besoin et combien de temps ça va me prendre à faire. Donc là, c'est un peu un travail de projection mentale, dans le sens de dire je vais utiliser la telle fonctionnalité, je vais utiliser tel outil, j'estime de manière optimiste que ça va me prendre 3-4 jours. Enfin, moi je suis quelqu'un de très optimiste, et donc après je double cette estimation, parce que dans les faits ça prend toujours 2 fois plus de temps. T'as raison. Et après, même en tant que développeur, c'est ce que tu fais aussi, tu fais une estimation et ça prend toujours 2 fois plus de temps. Ouais, non, c'est ça. Et donc, faut pas trop se casser la tête sur le premier chiffrage, parce que plus on a d'expérience, plus on sait combien de temps ça va nous prendre. Mais au début, lancer un chiffre un petit peu, j'ai oublié l'expression, exactement à la louche. Et puis doubler pour vous assurer, et puis multiplier ça par le taux de vente et proposer le devis, quoi. C'est ça, il faut toujours que ça soit plus haut, parce qu'on peut toujours aller vers le bas, par contre on peut jamais aller vers le haut, quoi. Il y aura quelque chose, c'est ça. C'est très difficile en tout cas. Si en plus vraiment vous avez trop estimé et qu'à la fin vous avez fait beaucoup plus rapidement et que vous dites à votre client remise, mais ça c'est la valeur, elle est incroyable. Ça c'est l'honnêteté. Pas assez de gens le font, et puis ça, malheureusement, ça arrive pas si souvent que ça. C'est assez rare d'être vraiment large, parce qu'on sait que les projets prennent toujours plus de temps, comme tu disais. Donc, oui, alors ça, de toute façon, il y aura toujours du rab, et toujours au début, en plus, quand on sait pas encore gérer bien ses clients, mais faudrait rajouter ça. Les premières prestats, on se fait toujours un petit peu marcher dessus, on sait pas comment gérer bien notre truc, mais au fur et à mesure qu'on est en pratique, on sait quelles limites mettre, quoi. J'ai 2 dernières questions pour toi, pour terminer. Yes.
Alors, question qu'on pose à tous les invités, donc qui est de savoir si tu avais un side project à faire avec des outils no-code, qu'est-ce que ça serait? Est-ce que tu as une idée comme ça, un produit ou quelque chose que tu aimerais faire avec des outils no-code, quoi? Ouais, carrément. Je pense que c'est même pas un side project. Moi, j'en fais ma quête principale, c'est de créer un jeu vidéo en fait du no-code. Pas un jeu vidéo en no-code, mais vraiment du no-code, parce que je pense que le jeu vidéo, moi de base je suis un geek et je trouve que c'est un média incroyable, aussi bien éducatif que c'est beaucoup utilisé en divertissement, mais je pense que pour apprendre des choses, ça va être game changer, et donc je veux faire des vidéos pour apprendre à no-coder. Ok, super, génial, super projet. On sera client, on attend que tu sortes ça. Ça va pas être évident, mais je pense que je vais bien me casser la tête et me faire des cheveux blancs, mais ça va être marrant. Et alors, dis-nous un petit peu où est-ce qu'on peut te suivre. Voilà, pour les gens qui voudraient voir te contacter pour les formations, voir justement tout ce que tu partages. Tu partages beaucoup. Voilà, donc c'est un peu quoi tes réseaux, Carrément, ouais, juste LinkedIn, envoyez-moi une demande de connexion, si c'est Morifodé sur LinkedIn. Vraiment, je suis à fond sur LinkedIn, je me suis concentré sur un canal d'acquisition, ça prend déjà assez de temps, et là, je suis tout le temps accessible, quoi. Et si je peux, je témoigne d'ailleurs vraiment que ton LinkedIn est vraiment super, tu postes plein de trucs, et je vais même te dire un truc. Mais ça fait plaisir. Tu nous as inspiré aussi, là, depuis le mois de septembre avec Erwan, on poste beaucoup, et tu étais une des personnes vraiment qui nous a inspiré là-dedans, parce qu'on s'est dit, t'as vu, tu vois, là, depuis un an, vraiment poster très régulièrement du contenu. Plus, tu mets plein de formats différents, quoi, des fois des slides, des fois des vidéos, et voilà, ça nous a pas mal inspiré. Donc. Ah franchement, ça m'honore ce que tu me dis, ça me touche au cœur. Super, écoute, merci pour ton temps, c'était vraiment génial, enfin tout ce qu'on a échangé. Je pense qu'en plus il y avait plein de bonnes questions pour les gens, enfin de bons merci conseils. À toi, ouais, parce que c'était une douceur. Puis en plus t'es sur le Slack aussi de No-Code France, donc si les gens veulent poser des questions aussi, ils peuvent te retrouver là. On continuera un petit peu la discussion là-bas si jamais il y a des choses que les gens des questions qu'ils veulent te poser que j'ai pas posées. Avec grand plaisir. Super, merci beaucoup. Salut. Ciao. Ah ouais, vous avez écouté jusqu'au bout. Merci beaucoup, ça fait plaisir. J'espère que ça vous a plu surtout. Alors si ça vous a intéressé, ce que je peux vous proposer, c'est de rejoindre le Slack de No-Code France et le channel podcast Contournement pour qu'on continue cette discussion. Vous me disiez ce que vous avez pensé de l'épisode, et puis si vous avez des questions, pourquoi pas. Voilà, on peut continuer à discuter de tout ça. Et si ça vous a donné envie peut-être de maîtriser un petit peu plus ces outils no-code, si c'est pas déjà le cas, peut-être que vous êtes déjà un expert, eh bien, n'hésitez pas à aller voir notre site contournement.io. Vous verrez qu'on propose différentes formations pour que vous deveniez vous aussi un expert, ou au moins que vous puissiez maîtriser ces outils pour lancer vos propres projets. Voilà, je vous dis à très bientôt.